Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier webinaire de l'AIH donc sur les pathologies. Et donc nous avons l'honneur d'avoir le docteur Roux et le docteur Plessier qui vont nous parler de différentes thématiques. Donc d'un côté la toxicité des immunothérapies avec surtout tout particulièrement un point sur les anti-PD1 au niveau avec les toxicités hépatiques et également une actualité sur les thromboses plaqueniques associées aux maladies hémato. Et donc, on va commencer avec le docteur Roux qui va nous parler des toxicités des immunothérapies au niveau hépatologique. Donc, je vous laisse partager votre écran. Voilà, Parfait, on le voit. ça Et marche. je vous laisse présenter. Donc, vous avez une demi-heure et après, on fera une petite session de questions. N'hésitez pas, l'onglet questions pour les participants permet de récolter vos questions et moi, je les poserai à l'orateur. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Donc, merci de l'invitation. Donc, moi, je suis hépatologue, je travaille à l'hôpital Beaujon. Je m'occupe particulièrement, normalement, des maladies graves du foie, mais je me suis intéressé aux hépatites aiguës induites par l'immunothérapie pour une raison assez simple, c'est qu'il y a 10 ans, on m'a appelé un soir, un vendredi soir, en me disant, il y a un malade qui est sous immunothérapie et qui a 3000 de transaminase, est-ce que je lui mets des corticoïdes? Et cette question m'a posé problème puisque nous, quand on a une toxicité médicamenteuse hépatique, la corticothérapie n'est pas indiquée, sauf dans des cas précis comme le DRESS, mais en général, les hépatites aiguës médicamenteuses, on ne les traite pas par corticoïdes et on va voir que c'est peut-être quelque chose qu'il faut discuter chez ces malades-là. Alors, voilà le plan de la présentation. On parlera un petit peu des immunothérapies. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, les mécanismes de toxicité, les différentes formes cliniques et histologiques que l'on voit, et puis une proposition de prise en charge, je vous dirai ce qui est recommandé, et puis ce qu'on peut réfléchir de fait. Alors, je vais aller vite sur le principe de l'immunothérapie. Au XXe siècle, on traitait les tumeurs par la résection tumorale, primitive ou secondaire, ou par de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, qui est une activité principale sur les cellules à division rapide et qui n'a pas de spécificité. Alors, immunothérapie, c'est un mot un peu trop large et parce que ça peut voir différentes formes de traitement. Les anticorps monoclonaux comme l'Avastin, c'est une forme d'immunothérapie, un anticorps qui est dirigé contre un récepteur de la cellule ou des facteurs de croissance. La vaccination, c'est de l'immunothérapie. Alors, dans le cancer, c'est surtout utilisé en préemptif et en tant qu'hépatologue, c'est évidemment la vaccination contre l'hépatite B. C'est utilisé aussi en curatif dans certaines indications, le cancer de la prostate. Je ne vais pas vous parler de CAR-T-cell parce que vous êtes bien plus compétent que moi. Et puis, on peut utiliser, faire de la stimulation du système immunitaire pour l'instant, ça reste un petit peu flou. Et puis, ce qui est l'objet de ma présentation ce soir, les checkpoint inhibiteurs, qui permettent de restaurer une activité antitumorale du lymphocyte T. Alors, les mécanismes d'action, vous les connaissez aussi bien que moi. On a deux grands types, soit les anti-CTLA4, donc des inhibiteurs de co-stimulation du lymphocyte T, et c'est l'ipilimumab qui est l'anti-CTLA4, ou alors des anti-PD-1 ou PD-1 ligand qui limitent l'inhibition du lymphocyte T par la cellule tumorale, et on a le nivolumab, le Pimbro ou l'atezo, ça c'est pour les hépatologues. Alors l'exemple même de la révolution de l'immunothérapie en termes de pronostic, c'est le mélanome, puisque avant l'ère de l'immunothérapie, le mélanome métastatique avait une survie à 3 ans de l'ordre de 10 à 15%. Et quand on regarde les premières publications sur l'immunothérapie, la combothérapie, on a à 3 ans 70% de survie du mélanome métastatique. Donc on a largement amélioré les choses. C'est vrai pour le mélanome, c'est vrai pour d'autres cancers. Et les indications des immunothérapies, des checkpoints inhibiteurs, est devenue de plus en plus large. On les utilise quasiment dans toutes les spécialités. Et même les hépatologues l'utilisent. Les hépatologues ne sont pas des très bons cancérologues. Il y a des onco-hépatologues qui sont très bons, mais c'est une minorité. Et l'association Atezo-Beva est devenue maintenant le traitement de première ligne chez les malades qui ont un CHC métastatique
ou un CHC avancé. Alors, ces checkpoints inhibiteurs on a vu apparaître des toxicités qui peuvent toucher en fait tous les organes. Par argument de fréquence, c'est les lésions cutanées, les lésions coliques, des formes endocriniennes, que ce soit la thyroïde ou le diabète, et puis les hépatites et les atteintes pulmonaires. On va surtout s'intéresser au foie ce soir. Et puis, il peut y avoir des manifestations qui peuvent être graves de par leur localisation, avec des myocardites très sévères, avec des observations qui ont été rapportées de malades qu'on a dû mettre sous ECMO, ou des encéphalites et des méningites qui ont des complications neurologiques. Alors, en fonction de la thérapie utilisée, que ce soit les anti-CTLA4 ou les anti-PD-1, les toxicités ne sont pas tout à fait les mêmes et leurs délais d'apparition ne sont pas tout à fait les mêmes. En général, la première toxicité qui apparaît dans le temps, c'est la toxicité cutanée, puis viennent les colites, puis les atteintes endocriniennes, diabète et thyroïde, et enfin les toxicités hépatiques. Alors, la toxicité hépatique, elle est plus fréquente chez les malades qui sont traités par anti-CTLA4 que par les malades qui sont sous anti-PD-1. Et en bas, dans le graphique C, vous avez les toxicités des combinaisons anti-CTLA4, anti-PD-1. On voit que ces toxicités sont d'une part plus fréquentes, plus sévères et plus rapides d'apparition, et ce, quelle que soit la toxicité. Alors, le mécanisme des toxicités, il n'est pas connu. Il y a plusieurs hypothèses physiopathologiques qui ont été proposées. Toutes ne sont pas très claires. Il y a clairement une rupture de la tolérance immunitaire, c'est le but des checkpoints inhibiteurs. Possiblement une activation d'une immunité humorale, puisqu'il existe possiblement des développements d'auto-anticorps lors des toxicités. Ce n'est pas vrai pour toutes et ce n'est pas vrai, par exemple, pour les hépatites à l'immunothérapie. Il y a des productions de cytokines différentes en fonction des toxicités et il est bien montré qu'il y a une augmentation de l'IL-17 au cours des colites. Et puis, possiblement, des reconnaissances d'épitopes communs entre la tumeur et les cellules non tumorales, puisque par exemple, on voit plus de vitiligo chez les malades qui sont traités pour un mélanome. Et récemment, il y a une série qui a montré qu'il y avait peut-être un petit peu plus d'hépatite aiguë chez les malades qui étaient traités pour un carcinome hépatocellulaire. Alors, on va avoir les différentes formes cliniques des atteintes hépatiques et les formes histologiques, puisqu'on a biopsié pas mal ces patients. Alors, d'abord, une chose qui, pour nous, hépatologues, est quelque chose d'assez particulier, c'est la définition de la toxicité et la définition de sa sévérité, puisqu'il est proposé de grader la sévérité de l'atteinte hépatique en fonction principalement du taux de transaminase. Plus les transaminases augmentent, plus le grade est sévère. Vous voyez ici que grade 1, c'est moins de 3 N, grade 2, entre 3 et 5 fois la normale de transaminase, grade 3, entre 5 et 20 fois la normale, et grade 4, au-dessus de 20 fois la normale. Ça, ce n'est pas très logique pour des hépatologues, puisque dans aucune maladie hépatique, les transaminases sont un facteur pronostic. On y reviendra. Alors, les lésions immunomédiées, c'est un tableau morphologique relativement varié. Dans les séries, on a maintenant des séries qui sont assez grandes. La toxicité varie entre 5% chez les malades qui sont sous anti-PD-1 seuls et jusqu'à 30% chez les malades qui ont une thérapie associant anti-PD-1 ou anti-PD-L1 et anti-CTLA4. La biopsie hépatique, elle permet deux choses. Elle permet de confirmer le diagnostic et elle permet d'éliminer les autres causes d'atteinte hépatique, et notamment, ce qui est intéressant dans certaines maladies comme le mélanome, mais aussi comme les hémopathies malignes, d'éliminer une infiltration tumorale intrahépatique. Alors, quand on regarde histologiquement les lésions, on voit des lésions d'hépatite aiguë relativement peu spécifiques. Ce sont des hépatites aiguës qui sont panlobulaires, avec un infiltrat inflammatoire polymorphe, quelques plasmocytes, quelques lymphocytes, quelques éosinophiles, pas vraiment de spécificité.
Deux, trois petites choses qui sont bien décrites, c'est qu'il y a un petit peu d'endothélite centrolobulaire qu'on voit chez les malades qui ont un anti-CTLA4 et une infiltration de lymphocytes T activés intrasinusoïdes. Il y a une autre morphologie, c'est des malades qui ont des atteintes biliaires et qu'on voit très bien ici sur cette biopsie, avec une atteinte des canaux biliaires, une inflammation du canaux biliaire et une disparition des canaux biliaires avec une ductopénie qui peut apparaître au cours du traitement. Alors, quand on s'intéresse à ces cholangites qui sont relativement rares, puisque dans une série récente, on estime qu'elle est de moins de 3 de l'ordre de 3%, il y a deux choses. Premièrement, on peut voir des dilatations biliaires extrahépatiques sur des imageries, soit le scanner, soit plutôt l'IRM, et des infiltrations par des lymphocytes T péribiliaires sur les biopsies hépatiques. Donc ça, c'est là où il y a un intérêt chez les malades qui ont une hépatite aiguë au checkpoint inhibiteur de faire une biopsie pour rechercher une atteinte biliaire. On va voir pourquoi, si ça a un intérêt. Et puis ça, c'est le premier papier qui n'avait pas beaucoup de malades, mais qui a été un peu innovant, publié par l'équipe de Paul Brousse, qui s'intéressait aux malades qui avaient une hépatite aiguë grade 3 traitée à l'IGR. Il y avait 16 malades au total, 9 recevaient des anti-PD-1 et 7 des anti-CTLA4. Et ce qui était bien décrit avec les malades qui avaient des anti-CTLA4, c'était des petits granulomes dans le lobule hépatique qu'on peut voir ici, et donc des hépatites granulomateuses qui semblent être assez typiques des malades avec des anti-CTLA4. Et puis l'atteinte vasculaire, ça, ces diapos, elles sont vraiment faites pour Aurélie, qui est la reine des maladies vasculaires. Eh bien, les atteintes vasculaires, moi, j'en ai jamais vu, mais c'est décrit. Il y a 3, 4 cas décrits dans la littérature. Et ici, c'est le cas d'un homme de 67 ans qui avait un mélanome métastatique traité par nivolumab et qui, à 1 mois du nivolumab, a une élévation des transaminases, une corticothérapie, et on voit des atteintes centrolobulaires avec des images de syndrome d'obstruction sinusoïdale. On les voit encore mieux dans cette observation. C'est une femme qui avait 65 ans, un mélanome métastatique traité par nivolumab et qui a plus d'1 an de traitement développait une acite, une bilirubine normale et un syndrome d'obstruction sinusoïdale. Il y a 2 observations qui sont rapportées et c'est vraiment des choses qui sont extrêmement rares. Alors, la vraie question, c'est la prise en charge de ces toxicités hépatiques et comment est-ce qu'on doit les prendre en charge. Alors, il y a 2 visions différentes, c'est ce que je vous disais. Il y a la vision oncologique où on va grader la sévérité en fonction du taux de transaminase, et les recommandations des sociétés savantes d'oncologie suggèrent que lorsqu'il y a une hépatite aiguë de grade 1, on peut poursuivre le traitement sous réserve d'une surveillance des transaminases. Quand il y a une hépatite aiguë de grade 2, il faut arrêter le traitement et surveiller l'augmentation ou non des transaminases. Grade 3 et 4, arrêter le traitement et mettre en place une corticothérapie. Et une corticothérapie, vous le voyez, à forte dose, puisqu'il est proposé de mettre 1 mg/kg chez les malades qui ont une toxicité grade 3 et 2 mg/kg chez les malades qui ont une toxicité grade 4. Alors, on va voir que tout ça est assez discutable. Et surtout, c'est discutable parce que nous, dans notre vision hépatologique, la sévérité d'une atteinte hépatique, elle est faite de 2 facteurs, le TP ou l'INR, la bilirubine, et puis évidemment, dans les formes les plus sévères et les formes fulminantes, l'apparition d'une encéphalopathie hépatique. Alors, mettre des corticoïdes, pour nous, ce n'était pas très logique, puisqu'on se disait la corticothérapie, ça peut aggraver le pronostic du cancer. Alors, bon, on a dit un petit peu des bêtises, et ça, c'est une belle série qui est maintenant un petit peu ancienne, de 300 patients qui étaient traités par anti-CTLA4 pour un mélanome métastatique. 250 de ces patients ont eu au moins une toxicité et 100 de ces patients ont reçu une corticothérapie pour une toxicité, quelle qu'elle soit hépatique, digestive ou autre. Et eh bien, le pronostic
du cancer était finalement le même, qu'il y ait ou non une toxicité, et le pronostic du cancer et de la survie globale était le même que les patients aient reçu ou non une corticothérapie. Donc une corticothérapie, c'est probablement pas très délétère pour le pronostic du cancer, en tout cas dans le mélanome. En revanche, ce qui est bien décrit, c'est dans une deuxième série, c'est que les infections sont beaucoup plus fréquentes. Et dans une série de 740 patients qui étaient traités par des inhibiteurs de checkpoint, 350 avaient reçu une corticothérapie et le risque d'infection sévère était multiplié par presque 8. Et donc, la corticothérapie expose à un risque infectieux. Ce n'est pas très nouveau, mais c'est bien documenté avec un risque très élevé. Alors, l'autre question, c'est la dose de la corticothérapie et les sociétés savantes d'oncologie adaptent la dose en fonction du taux de transaminase, qui pour nous est un petit peu difficile à comprendre. Et dans un papier récent, 200 patients qui avaient une hépatite aiguë de grade 3 ou 4 ont reçu soit 1,5 mg/kg, soit moins d'1,5 mg/kg de corticoïdes. Et ce qui est démontré, c'est que, eh bien, quelle que soit la dose, que ce soit à faible dose ou à forte dose, eh bien, la durée pour avoir des tests hépatiques normaux était la même. Donc, probablement qu'utiliser une forte dose n'est pas utile et surtout, ça peut être délétère puisque dans ce papier, il y avait une augmentation du risque de sepsis et notamment du risque de sepsis sévère et un déséquilibre glycémique plus important chez des malades qui peuvent avoir dans le même temps un diabète induit par l'immunothérapie. Donc, corticothérapie à haute dose, aucun bénéfice par rapport à la corticothérapie à faible dose. Alors, nous, avec les gens de Saint-Louis, on a une expérience qu'on a publiée récemment, qui est maintenant un peu plus poussée que 20 malades, et on a arrêté l'immunothérapie chez presque tous les malades, et certains ont reçu des corticoïdes, d'autres n'en ont pas reçu. Alors, c'est évidemment pas randomisé. Pourquoi certains ont reçu? Parce qu'ils étaient dans un protocole. Et bien quand dans l'essai clinique, on dit que quand il y a une toxicité de grade 3, il faut mettre des corticoïdes, et bien on suit les recommandations de l'essai clinique. Et puis, 6 hépatites étaient considérées comme sévères. Alors, considérées comme sévères, c'est avec une vision dermatologique. Et puis, 8 malades n'ont pas reçu de corticoïdes parce qu'on m'a appelé et que j'ai dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de mettre de corticoïdes. Alors, les deux populations ne sont pas tout à fait identiques puisque le taux de transaminase est plus élevé chez les malades qui ont une corticothérapie, la bilirubine est plus élevée chez les malades qui ont reçu des corticoïdes, le TP minimal est le même, enfin 80% ou 92, c'est statistiquement différent, mais ce n'est pas très relevant cliniquement. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que le temps de résolution de l'hépatite n'était absolument pas différent, même peut-être un peu plus long chez les malades qui recevaient une corticothérapie, mais ils avaient des transaminases un peu plus élevées. Et puis, en termes de survie, alors il n'y avait pas beaucoup de malades, mais on observait la même chose, aucune différence entre les deux groupes. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il faut ou pas mettre une corticothérapie? Mettre en place une corticothérapie est basée absolument sur aucune donnée et pourtant recommandée par l'ensemble des sociétés savantes. Et puis, dernière question, c'est qu'une fois qu'il y a eu une guérison de l'hépatite aiguë, est-ce qu'on peut réintroduire le traitement? Alors, dans d'autres circonstances, quand quelqu'un a fait une hépatite sévère, il y a un risque théorique d'hépatite fulminante à la réintroduction, et c'est une contre-indication à la réintroduction d'un traitement hépatotoxique. Mais d'un autre côté, dans certaines pathologies, c'est le seul traitement efficace pour une pathologie qui est mortelle à court terme. Et donc, pour faire simple, c'est ce qu'il vaut mieux mourir d'un cancer avec des transaminases normales ou mourir d'insuffisance hépatique aiguë et d'un risque d'insuffisance hépatique aiguë. Alors déjà, nous, on a réfléchi de façon assez simple, c'est que les insuffisances hépatiques aiguës au checkpoint inhibiteur, il y a quelques cas qui ont été décrits, mais c'est extrêmement rare. On a pris le pari de retraiter ces malades-là. Et il y a une revue récente qui a regardé chez plus de 200 malades qui avaient des toxicités, eh bien, chez 30 malades qui avaient une hépatite aiguë, le taux de récidive était de l'ordre de 30%. Ça, c'est une série qui a maintenant 2 ans et toutes les séries qui sont actuellement
publié sur la récidive de la toxicité hépatique retrouve un chiffre qui est entre 25 et 35 de récidive de l'hépatite aiguë. Et il n'y a jamais eu de récidive très sévère. Et à chaque fois, dans toutes les séries qu'il y a une réintroduction et une récidive de l'hépatite aiguë, eh bien, un traitement, soit par corticoïde, soit par l'arrêt de l'immunothérapie, a permis la résolution de l'hépatite. Donc, je crois qu'il faut continuer à réintroduire les traitements quand il est nécessaire sur le plan du cancer. Donc, pour conclure, les hépatites aiguës, c'est une complication fréquente au cours des traitements par immunothérapie, entre 5 et 30 en fonction de l'immunothérapie. Ça survient en général dans les 6 semaines qui suivent le début du traitement. Leurs caractéristiques histologiques sont maintenant bien documentées. La corticothérapie, elle ne semble pas modifier ni le délai d'amélioration, ni l'histoire naturelle tumorale. Elles sont pourtant recommandées par l'ensemble des sociétés savantes et je crois qu'il y a un vrai travail à faire de démontrer que ça sert à quelque chose ou que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, il faudrait le tester. Et puis après, guérison de l'hépatite aiguë, une réintroduction est possible. Je pense qu'il ne faut pas dire semble possible, je crois qu'elle est possible. Et de toute façon, on ne peut pas décider seul et il faut en discuter avec l'oncologue référent et puis prendre aussi en compte les autres toxicités et puis le pronostic et le projet pour le malade. Je suis allé un peu plus vite que prévu, mais vraiment tout ça, je peux répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'on avait cette vision très corticoïde dès qu'il y avait une toxicité à un grade élevé. Et je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des débats là-dessus. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions. Moi, j'en ai quelques-unes en attendant. Vous parliez tout à l'heure de enfin, qu'il y avait une association entre le fait d'avoir un CHC et d'avoir une toxicité hépatique. Moi, je me posais la question si quelqu'un a regardé si la localisation des métastases était corrélée aux localisations des toxicités de l'immunothérapie. Je ne crois. Alors, vraiment est-ce que le site du cancer Mm. primitif, est-ce qu'il y a plus de toxicité? Il y a quelques données qui Ouais. le suggèrent. On est à la limite de la Mm. significativité. On a l'impression que, Ouais. je crois que c'est vraiment, il faut le prendre avec des pincettes. Après, la localisation des métastases, j'ai pas vu passer de choses. Je crois pas. Mm. En tout cas, nous, Mm. on a dans nos séries et quand je vois des malades, il n'y a pas plus de gens Ouais. qui ont Attends. des métastases hépatiques Ok. qui font une hépatite aiguë. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être un peu moins. Mais je suis pas Ouais. sûr que ça a été vraiment étudié. Hmm. Je pense que c'est assez complexe. Ouais. C'est déjà des complications rares, etc. Ça va faire des tout petits sous-groupes. Également, vous parlez des infections sévères. Alors, c'est vrai que la corticothérapie, on l'utilise, je pense, larga manu dans pas mal de contextes. Et donc, on est habitué aux pneumocystoses, aux réactivations herpétiques. Il y avait dans l'augmentation d'infections sévères, il décrivait un pattern d'infection. C'est des infections bactériennes, Infection infections quoi? bactérienne. Ouais, C'était sepsis bactériennes. bactérien. Ouais. Ok, ok, ok. Je ne crois pas Euh, qu'il y avait de sepsis. Il n'y avait pas de maladie fungique, je crois. Enfin, faudrait que je revoie le papier, mais c'était hmm. surtout des sepsis bactériens et D'accord, pas ok. forcément Ouais, parce qu'on pourrait se dire cancer plus corticothérapie. C'est vrai que nous, en hémato, on a l'habitude de leur donner des prophylaxies anti-infectieuses, mais c'est vrai que sepsis bactérien, on est un peu moins couvert. Non, c'est intéressant. Alors, il y avait deux questions. Est-ce qu'il y a une différence de toxicité hépatique entre anticorps IgG1 et IgG4? Je sais pas si vous allez pouvoir répondre à ça. Ouais, je crois pas Hmm, que ça a été regardé. hmm, ça marche. Et alors, une question par rapport à un cas clinique. Oula. Alors, ça n'a pas à voir directement avec le sujet. Donc, c'est un patient qui aurait une leucémie hyperleucocytaire qui fait une hépatite fulminante. Est-ce que dans ce contexte-là, vous serez en accord à faire une corticothérapie? Alors, je pense que c'est difficile de répondre avec si peu d'éléments. Alors Euh, ça, il y a deux questions. C'est soit ouais, c'est une infiltration tumorale, et ouais. c'est là où je pense que la biopsie, il faut la faire rapidement Mm, et on peut la faire rapidement. Soit c'est une infiltration tumorale intrahépatique, et dans ces cas-là, oui, il faut faire une corticothérapie et il faut faire un traitement d'induction s'il y a besoin. L'expérience montre que en général, ça marche pas très bien. Euh, et après, soit c'est une toxicité du traitement. Et dans ces cas-là, mettre une corticothérapie dans des formes très sévères, peut-être qu'il faut le faire parce que c'est le traitement de dernière mm. chance, mais Ouais, c'est. voilà. Euh,
Moi, j'ai encore. plein de questions. Ouais. Pourquoi il y a eu ces seuils de 5 N pour les Mm. azates et 20 N pour les alates? C'est arbitraire. D'accord. C'est pas du tout Mm. habituel, effectivement, en hépatologie. Alors, vraiment pas. On Mm. garde le seuil de 5 N en général pour les toxicités médicamenteuses. Et 1,5 mg kilo, c'est vraiment beaucoup encore. Ah bah Parce oui, que non, non, mais ça reste encore beaucoup. Donc, voilà, moi je crois qu'il faut, enfin, si on met déjà donc le seuil des transaminases, moi ça je pense qu'il faut le faire sauter et je ne comprends pas pourquoi les communautés pathologiques ne se dressent pas plus sur oui, des oui. Mm. traités sur des transaminases. Donc ça, voilà, clairement. Après, la corticothérapie, 1,5, moi je trouve ça très, très lourd. Ouais. Quand je craque pour traiter des hépatites aiguës, moi je mets 0,8 ou 1 mg Ouais, kilo. c'est ça. C'est vraiment une décroissance très rapide. Ouais, ouais. Et dès que D'accord. les choses abaissent, on fait une décroissance en 15 jours, 3 semaines. Je crois que Et tu recommandes la biopsie quand, alors, Olivier? Avec Alors, quel... Alors, je pense que je ne dis pas la même chose aujourd'hui que ce que je disais il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on sait quelles sont les lésions, on les connaît bien. Dans notre expérience, on a assez peu vu d'infiltration tumorale. Les infiltrations tumorales, en fait, c'est des malades qui se présentent avec un ictère, souvent avec une hyperlactatémie, et ça va très vite. Ça ne Montpellier, ressemble pas ça. vraiment. Et ça, quand on a un doute, il faut le faire. Donc ça, je pense que quand il y a un doute sur une infiltration tumorale, Mm. il faut faire la biopsie. Et puis après, la chose qu'on connaît un petit peu encore moins bien, c'est les atteintes biliaires et les Mm. atteintes C'est là avec où les tu... Ouais. cholangines. Et donc, quand il y a des C'est en jaune, phosphatase alors. alcalines, Ouais. alors avant, je disais une bilirubine élevée, mais en fait, il y a quelques hépatites aiguës où il y a des bilirubines élevées. Mais je crois que quand il y a une D'accord. augmentation de la bilirubine ou quand il y a une augmentation des phosphatases alcalines, il faut Mm. savoir biopsier. Pourquoi? Parce que en plus, la corticothérapie, alors il y a vraiment des toutes petites séries, hein, c'est Mhm. rare. On a l'impression que la corticothérapie ne fonctionne pas. Certains proposent de mettre de l'acide urso. Mm. Bon, ça améliore un peu les tests, mais c'est pas magique. Et l'idée d'aller plus loin dans des immunosuppresseurs est discutable, mais c'est ce qui est parfois recommandé. Donc moi, je pense que quand il y a un ictère et quand il y a une augmentation des phosphatases alcalines, il faut biopsier, ou alors un malade qui n'évolue pas bien sous corticothérapie Mm. parce que il faut chercher autre chose. Mm. Et ça me fait rebondir sur ce commentaire. Vous avez choisi, dans l'étude, vous avez montré l'expérience de Saint-Louis-Beaujon, Mm. de mettre de la corticothérapie chez 6 patients. C'était sur les critères de toxicité dont on a parlé tout à l'heure que vous ne trouviez pas forcément pertinent ou c'est... Oui. D'accord. Et là, si vous vous retrouvez avec ces mêmes dossiers-là, vous le ferez plus maintenant? Alors, alors maintenant, il y a Marie-Léa Gossi qui est signataire du papier. C'est elle qui gère les toxicités, elle est Mm. dermatologue, c'est elle qui gère les toxicités hépatiques à Saint-Louis. Mm. Et clairement, elle me dit maintenant, des toxicités grade 3, je ne mets quasiment jamais de D'accord. corticoïdes. Et elle m'appelle quand il y a des grade 3 ou grade 4 qui durent un peu. Moi, je dis toujours, ne mettez pas de corticoïdes, on peut attendre. Et il y a une fébrilité, on va dire, Mm. du dermato et à dire, OK, on le met. Par exemple, là, il y a un malade en dermato qui est jeune, qui a des transats à 2000. J'ai dit, il n'y a pas d'urgence, on ne met pas de corticoïdes, on Mm. attend. Et on m'a dit, ah non, mais quand même, il est jeune, il faut faire gaffe. Et ben, ce qui ne me choque pas, hein, mais je crois je pense il faudrait Ah qu'on fasse ouais. quelque chose de national sur toutes les Il faut toxicités. un PHRC avec une étude Exactement. randomisée Le contrôlée, c'est pas PHRC a possible. été, Mm. le PHRC Franchement, a c'est été fou. Moi, je suis boulé. très, très étonnée de Il y a une lettre ne d'attention pas qui a avancer été, plus que ça. Ouais. Mm. Ah une oui. lettre d'attention qui a été boulée. Donc, Ah d'accord. Ah, dommage. Euh, et alors, en allant un peu plus loin, là, vous parliez de quelques cas de défaillance hépatocellulaire sévère. Et au moment, on m'avait parlé d'un cas de patient en France qui a été transplanté du foie à Lille pour une toxicité à l'immunothérapie. Vous avez déjà eu une notion de ça ou c'est quelque chose qui... alors, j'ai le même malade à Lille qui a eu un SOS pour une immunothérapie. Enfin, je pense que ça doit être le même parce qu'il n'y en a Ouais, ça qu'un va en être le même, ouais. France. Ouais. Alors, il y en a deux en France. Il y en a un à Lille qui a été greffé pour ce qui semble être un SOS, mais un, le cas n'est pas publié. Deux, j'ai demandé à voir l'anapathe de l'explant parce que ça m'intéressait Mhm. et on ne m'a jamais donné l'anapathe de l'explant, donc je ne peux pas trop parler de ce cas-là. Ouais. C'est compliqué parce que est-ce que c'est du SOS? Est-ce que c'est de l'infiltration tumorale? Est-ce que c'est une Mm. toxicité d'un médicament autre?
Je crois qu'on ne peut pas sur un cas. Et je sais qu'il y a un autre malade qui a été greffé à Paul Brousse avec un lymphome traité, alors je ne sais plus exactement quelle hémopathie maligne, qui était sous anti-PD-1, qui a fait une hépatite fulminante. Mais pareil, quand j'ai dit, mais quel était l'explant, on m'a dit qu'on n'avait pas les données. Donc, je crois que c'est aussi assez... Ouais, c'est ces fameuses histoires voilà. de C'est chasse. des histoires de chasse sur lesquelles je Mm, pense qu'il il faut mm, pas compter. C'est décrit, hein, des insuffisances hépatiques aiguës. Le problème, c'est que, c'est rare, bon, ça c'est tant mm, mieux, ouais, et puis c'est dur d'interprétation. mm. Et le message, c'est que quand même, il faut sûrement en discuter avec une équipe de greffe de foie, quelle Exactement. que soit la situation, parce que quelquefois, on est étonné, surtout si le pronostic enfin, Mm, onco est bon. C'est ça. Exactement. mm. Ouais. Non, c'est intéressant. Bah, merci beaucoup. Et alors, il y a une question qui sort un peu du topo parce que à la base, on voulait discuter un peu plus largement des inothérapies. Je sais pas si vous pouvez faire un commentaire sur est-ce que vous avez déjà eu par exemple, des patients qui ont reçu des carticelles pour lesquels vous avez été appelé pour des toxicités hépatiques ou c'est Alors quelque là, j'ai chose. beaucoup moins d'expérience. Moi, Ouais, je me souviens d'un malade qu'on a biopsié il n'y a pas très longtemps. Mais je sais plus ce qu'on avait dit au Rémi. C'était il y a 2, 3 semaines. Et j'ai moins d'expérience. ouais. Ça a l'air quand même beaucoup moins fréquent. Mm, Enfin voilà, je crois qu'on en a vu un ou deux, nous. Mm. Et j'ai pas encore fait mon idée. mm. Ouais, c'est en fait, ils ont un peu copié sur certaines immunothérapies et certaines choses sur les tableaux de toxicité pour décrire les problèmes. Et donc, il y avait tout un pan de troubles hépatiques qui a été retiré parce que je pense que c'est rarissime et que Mm. en fait, Ouais, ça je rentre pense que plutôt dans le c'est vraiment contexte. exceptionnel. Mm. Ça rentre plus dans le contexte, vu que c'est des patients qui font des relargages cytokiniques et des tableaux de choc. Mhm. C'est plutôt Exactement. des fois de choc que Ouais. des réelles atteintes hépatiques. Et donc, je pense pas que vous soyez appelé dans ce contexte-là, mais c'était au cas où peut-être. Voilà. Et ben, merci beaucoup Ben, pour merci. ce topo. Et puis, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième présentation du docteur Plessier sur les thromboses planchniques. Alors, excusez-moi, il faut que je partage l'écran, mais que je retrouve. Alors là, vous avez mes mails. Excusez-moi, je ne suis pas très rapide parce que Il n'y a pas de j'ai souci. été en train de... Ah, où est-ce qu'il est? Euh, il y a le Désolée, port. voilà. Hop. Ça arrive. Voilà, vous voyez là? Oui, c'est bon. On va en plein écran. Parfait. Alors, je vais enlever ma tête parce que ça me dérange. Donc, alors, attendez. Je suis désolée, je suis gênée par tous les trucs du Zoom là sur mes slides. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler donc, des thromboses planchniques et des difficultés de leur prise en charge, puisque évidemment, ce sont des maladies multifactorielles qui vont poser la problématique de la thrombose planchnique au milieu, mais également de celle de la prise en charge de la cause, et puis des complications à la fois de la thrombose planchnique, mais également de la cause. Donc, vous voyez qu'il y a de multiples prises en charge. En plus, le pronostic est souvent sévère, en tout cas au départ. Et plus le diagnostic est précoce, que ce soit de la cause ou de la thrombose planchnique, et meilleure sera l'évolution si on met en place un traitement adapté rapidement. Donc, il faut adapter le traitement à la thrombose, mais également à la cause et à ses complications. Et vous voyez qu'il y a vraiment un défi dans cette prise en charge multidisciplinaire. Alors, pourquoi? Voilà. Donc, juste un petit rappel sur la vascularisation veineuse du foie pour que vous compreniez bien de quoi on parle. On va avoir plusieurs possibilités dans ces atteintes vasculaires, soit des atteintes de l'apport veineux au foie, et ça sera la thrombosporte
qui peut être associée ou non aux thromboses des veines mésentériques et aux thromboses des veines spléniques. Et puis, l'autre situation, c'est lorsqu'on a une atteinte du drainage hépatique et des veines de drainage qui vont être soit les veines hépatiques, soit la veine cave dans sa portion de drainage du foie. Et c'est cette situation qui est le syndrome de Budd-Chiari. Donc, si on schématise un peu, l'obstruction du drainage veineux hépatique, le syndrome de Budd-Chiari, vous voyez que du coup, il va y avoir plusieurs conséquences. Une première conséquence qui va être une augmentation de la pression sinusoïdale qui va retentir sur la pression capillaire splanchnique et d'où le développement d'une hypertension portale et un risque d'acide qui est aussi aggravé par la diminution de la perfusion sinusoïdale qui entraîne une souffrance hépatocytaire. Et c'est une des seules situations en hépatologie où on peut avoir à la fois des signes d'hypertension portale très sévères et des signes d'insuffisance hépatique extrêmement sévères également. Ce qui, en général, n'est pas associé en hépatologie. Quand on a une cirrhose, soit on a de l'hypertension portale sévère parce qu'on est en fin de course de la cirrhose, soit on a une hépatite aiguë parce qu'on a une souffrance aiguë du foie. Donc, cette association des deux doit vraiment faire suspecter un syndrome de Budd-Chiari. L'autre situation, c'est donc cette obstruction de la veine porte, de l'apport veineux au foie. Et là, la situation est tout à fait différente. On ne va pas avoir de souffrance hépatocytaire. Vous voyez que le foie est préservé. Mais en revanche, on aura ce risque de développement d'hypertension portale et de varices ésophagienne. Et surtout, ici, le risque en situation aiguë, c'est la souffrance mésentérique et la souffrance du tube digestif et le risque d'évolution vers un infarctus veineux mésentérique, qui est ce qu'on redoute en situation aiguë. Donc, les signes cliniques pour revenir au syndrome de Budd-Chiari, les signes cliniques du syndrome de Budd-Chiari, vous l'avez compris, ça va être des signes d'hypertension portale avec une ascite, une hépatomégalie, une splénomégalie, une possibilité de circulation veineuse collatérale et sur la biologie, une possible insuffisance hépatique aiguë associée à une hépatomégalie, une insuffisance hépatique aiguë et de l'acide, ou bien des signes d'hypertension portale. Et bien sûr, la situation qui vous intéresse aujourd'hui et qui doit faire suspecter un syndrome de Budd-Chiari, c'est lorsqu'on a une thrombophilie ou une anomalie de la coagulation qui va être connue et une hépatopathie qui se développe brutalement. Ce qu'il faut retenir dans le syndrome de Budd-Chiari, c'est que le diagnostic, il est radiologique. On voit très facilement l'obstruction veineuse hépatique si on la demande au radiologue. Donc, en fait, notre travail à tous, c'est de bien remplir la demande de radiologie, que ce soit l'échographie Doppler ou le scanner ou l'IRM hépatique, en disant est-ce qu'il y a une obstruction ou pas des veines hépatiques. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où on a des chances d'avoir le diagnostic qui est posé. La seule situation où on peut passer à côté du diagnostic, c'est quand la cause est une hémoglobinurie paroxystique nocturne, et je vous en parle parce que vous pouvez être amené à voir ces patients-là. Là, le diagnostic de syndrome de Budd-Chiari, l'obstruction veineuse est beaucoup plus proximale. Elle va atteindre les petites veines hépatiques. Et ici, ça peut être difficile de faire le diagnostic. Il faut vraiment des radiologues experts. En dehors de cette situation, vraiment, si on demande et qu'on interroge le radiologue, le diagnostic doit être fait par l'imagerie. Quel est le traitement du syndrome de Budd-Chiari? Un traitement médical systématiquement introduit dès le diagnostic effectué en urgence avec un traitement anticoagulant, un traitement de la cause de la maladie vasculaire du foie et puis un traitement de l'hypertension portale, des diurétiques, des bêta-bloquants dans le cas échéant. Et puis, si on arrive à avoir une veine qu'on peut éventuellement recanaliser, on va tenter le geste. Et enfin, si tous ces traitements ne permettent pas de résoudre la symptomatologie, alors on va proposer un TIPS. Un TIPS, qu'est-ce que c'est? C'est une prothèse qui va traverser le foie, vous voyez, qui va essayer de lever l'obstruction pour éviter ces complications, en particulier d'hypertension portale. Et enfin, quand le TIPS échoue, c'est alors qu'on va proposer une transplantation hépatique
à ces patients. Quels sont maintenant les signes de la thrombose porte? Les manifestations de la thrombose porte, je vous ai dit en aigu, c'est essentiellement les signes d'ischémie intestinale qui vont se manifester par des douleurs abdominales violentes, intenses, prolongées, et qui, lorsque l'évolution va vers un infarctus veineux, on va avoir vraiment une souffrance d'organes, une défaillance des autres organes, une acidose lactique, et puis à la radiologie, des signes de souffrance digestive qu'évidemment on préfère éviter. Et finalement, l'évolution, si dans des centres un peu experts, l'évolution vers un infarctus intestinal est d'environ 2% des patients qui ont besoin réellement d'une résection digestive du fait de l'évolution catastrophique de l'infarctus veineux. Les complications d'une thrombose porte chronique vont être beaucoup plus des complications d'hypertension portale avec une thrombopénie, une splénomégalie et puis le risque d'avoir des varices ésophagiennes qui peuvent se rompre. Et également, ça c'est juste pour que vous en ayez entendu parler, on peut avoir des patients qui vont se manifester comme une cholangite avec une obstruction biliaire parce que ces veines du cavernome qui se sont développées pour compenser l'obstruction sont très rigides et vont appuyer sur les voies biliaires et donner cet aspect de sténose et de dilatation. Bien entendu, un patient qui a une thrombose porte chronique risque de refaire une thrombose aiguë et du coup, on retourne dans la situation de tout à l'heure avec le risque d'infarctus mésentérique chez ces patients-là qui ont une thrombose porte chronique. Donc, ça, c'était un peu pour retracer pour vous remettre en tête les différentes formes cliniques dans ces thromboses splanchniques. Et d'une façon générale, ce sont des maladies multifactorielles avec une fréquence des causes différentes lorsqu'il s'agit du syndrome de Budd-Chiari ou de la thrombose de la veine porte. Mais ce qui est important, c'est de retenir qu'il existe de multiples causes, que la recherche d'une cause n'empêche pas d'en trouver une autre, donc il faut toutes les rechercher, et que probablement récemment, on a avancé sur certaines causes dont je vais vous parler, et également sur leur prise en charge. Donc les causes locales, évidemment, peuvent être identifiées en particulier dans la thrombose de la veine porte. C'est beaucoup plus fréquent d'avoir une cause locale dans la thrombose de la veine porte que dans le syndrome de Budd-Chiari. Et en général, on va les identifier sur l'imagerie en coupe ou sur une coloscopie qui sera effectuée un peu plus tard. Et également, évidemment, si on est dans une situation après une chirurgie, après une splénectomie, dans ces situations-là. Le chef de file des causes de thrombose splanchnique, ce sont vraiment les syndromes myéloprolifératifs, les néoplasies myéloprolifératives. Et je vais détailler un peu plus ces associations. Et puis, des causes plus rares, mais plus fréquentes dans le syndrome de Budd-Chiari, c'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, et évidemment dont la prise en charge est extrêmement améliorée ces dernières années et est aussi une urgence, évidemment. Donc, le diagnostic doit être effectué au plus tôt. Il existe également des causes générales qui se rajoutent à ces pathologies causales. L'obésité et le syndrome métabolique sont vraiment associés en particulier à la thrombose de la veine porte. Ça a bien été identifié, donc probablement nécessite également une prise en charge parallèle. La grossesse et le postpartum, la contraception orale œstroprogestative qui nécessite d'être évidemment interrompue lorsque le diagnostic est effectué, et puis des infections virales, l'infection ACMV dans la thrombose porte, et puis plus récemment l'infection Covid qui donne aussi des thromboses splanchniques, mais sans avoir l'air d'aggraver à la fois ni la thrombose splanchnique ni l'infection Covid. Donc maintenant, on essaye de faire comme vous, de séparer
ces causes en facteurs de risque majeurs ou en facteurs de risque qu'on considère à plus faible risque, et puis en thrombose probablement provoquée, par exemple par une cause locale ou par la contraception orale. Et du coup, voilà un peu comment on a classé ces causes, en particulier dans la thrombosport, pour essayer un peu d'avancer dans notre prise en charge, en considérant qu'évidemment les néoplasies myéloprolifératives, l'HPL, le syndrome des antiphospholipides, la maladie de B7 ou les mutations homozygotes étaient des facteurs majeurs de risque de rethrombose chez ces patients, avec ou sans anticoagulants. Je vais en reparler un peu plus tard. Alors, le diagnostic de syndrome myéloprolifératif au cours des thromboses splanchniques est un peu particulier parce que, en fait, la numération que vous avez l'habitude de voir dans les syndromes myéloprolifératifs n'est pas du tout aussi altérée chez les patients qui ont une thrombose splanchnique, puisqu'il existe très souvent un hypersplénisme dû à l'hypertension portale et que du coup, ces patients vont avoir des plaquettes quasiment normales. Et finalement, vraiment, la situation qui doit faire évoquer un syndrome myéloprolifératif chez quelqu'un qui a une thrombose splanchnique, c'est une splénomégalie importante, plus importante que dans l'hypertension portale isolée, supérieure à 16 cm, et des plaquettes au-dessus de 200 000, mais déjà une rate à 16,5 cm et des plaquettes à 250 000 est très suspect de syndrome myéloprolifératif lorsqu'on a une thrombose splanchnique. Dans ces situations-là, il a bien été montré que la mutation JAK2 V617F était très souvent positive dans 80% des cas. En cas de mutation JAK2 négative, la mutation CALR est positive dans environ 4% des syndromes myéloprolifératifs. Et puis la mutation exon 12 de JAK2 est quand même plus rarement identifiée et il reste des indications à la BOM chez des patients mutés JAK2 neg, mais de toute façon, c'est vous qui prenez cette décision. Et ce n'est sûrement pas moi qui vais la discuter ce soir. Et ce qui a été très bien démontré par Pierre-Édouard, c'est que le pourcentage, qu'il y avait un pronostic défavorable chez des patients qui avaient un pourcentage d'allèles mutés JAK2 élevé ou des mutations supplémentaires lorsqu'un NGS était effectué, en particulier les mutations TP53. Et vous voyez ici que le risque de pronostic défavorable, soit d'évolution en myélofibrose, soit de décès, soit de transformation blastique, était plus élevé chez les patients qui avaient des taux d'allèles mutés supérieurs à 50% ou des mutations en particulier de TP53, avec un risque d'évolution vers la myélofibrose, la leucémie aiguë ou le décès de plus de 15% à 10 ans dans ces situations. Donc, un rôle du NGS important pour mieux évaluer le pronostic chez ces patients. Alors, c'est très important pour nous, hépatologues, de vraiment travailler et se référer à l'hématologue pour le syndrome myéloprolifératif. Évidemment, ça vous paraît évident, mais c'est extrêmement important de le rappeler. Pourquoi? Pour toutes ces raisons qui sont dites ici. Parce qu'il faut pouvoir interpréter ces analyses moléculaires, en particulier le NGS, par des gens très compétents et experts, parce qu'il faut discuter de la biopsie ostéomyélulaire qui reste un geste compliqué et invasif chez ces patients qui sont souvent sous traitement anticoagulant long cours, qui ont des thrombopathies et pour lesquels l'évolution peut être complexe après une BOM. Que ce soit un risque de rethrombose ou un risque hémorragique, de mieux définir le sous-type de syndrome myéloprolifératif et le pronostic des patients, et puis de surtout proposer un traitement dont le suivi ne va pas être simple, puisque, je vous l'ai dit, les chiffres habituels que vous avez ne sont pas ceux dont vous avez l'habitude. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que nos hématologues experts et référents
proposait essentiellement une non-toxicité avec des limites inférieures autour de 100 000 plaquettes, une hémoglobine autour de 10 grammes pour le traitement. L'objectif étant la prévention des événements thromboemboliques et de la progression hématologique qui vraiment peut persister malgré le traitement anticoagulant s'il n'y a pas une bonne prise en charge hématologique de ces patients. Donc ça, c'est sûrement pas, je vous l'ai mis parce que c'est une discussion avec Jean-Jacques Killadjian et Juliette Soré que vous connaissez sûrement. J'essaye de comprendre un peu quelles sont les indications des traitements des syndromes myéloprolifératifs pour pouvoir un peu les expliquer lorsque je fais un topo. Et en gros, ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu, mais vous connaissez ça mieux que moi, c'est préférer l'interféron pégylé chez les patients jeunes, que ça peut d'une part diminuer le pourcentage d'allèles mutés JAK2, la taille de la rate et les symptômes, donc ça c'est important. De poursuivre l'hydroxyurée chez les patients plus âgés ou qui ne tolèrent pas l'interféron pégylé, et puis les anti-JAK2 vraiment dans la myélofibrose en première ou en deuxième ligne après l'interféron pégylé. Alors, pourquoi insister sur le traitement de la cause, parce que c'est très difficile de mettre en évidence qu'il y a un vrai impact du traitement de la cause sur la survie et sur les complications hépatiques. Et on l'a évalué dans l'HPN chez les patients qui avaient une maladie vasculaire du foie. On a montré qu'il existait vraiment un impact de l'éculizumab sur la mortalité et sur la complication thrombotique des patients avec thrombose plancnique. Ça vous paraît évident puisque ça diminue les complications thrombotiques de toute façon, mais ce n'était pas si clair chez les patients qui avaient une thrombose plancnique et vraiment, on a pu montrer que, vous voyez, le risque de décès était beaucoup plus faible chez les patients traités par eculizumab en bleu, surtout du fait de la diminution du risque de thrombose veineuse et de récidive en fait, de thrombose veineuse, en particulier dans le territoire splanchnique. On n'a pas montré de différence en termes de complications hépatiques, mais vous voyez que quand même, il y a une tendance, et de la même manière, il y a probablement une tendance pour le risque hémorragique. Un autre point que je voulais aborder, dont j'ai déjà un peu parlé, c'est que le diagnostic de ces patients est pas toujours facile. Le diagnostic de la maladie du foie n'est pas toujours facile. Et vous voyez que pour faire le diagnostic de thrombose plancnique, il a été réalisé plus d'une imagerie dans 64% du foie bien conduite, dans 64% des cas. C'est-à-dire que si on ne venait pas avec des radiologues experts, eh bien, très souvent, on passe à côté du diagnostic. Et on a une patiente très récemment qui vient d'être hospitalisée et ça fait 1 an probablement qu'elle a une HPN et le diagnostic n'a pas... qu'elle a un syndrome de Budd-Chiari et le diagnostic n'a pas été posé parce que ce n'est pas facile et qu'il faut vraiment un radiologue expert pour faire le diagnostic. Et voilà, vraiment, j'insiste sur ce point qui est très important. De la même manière, j'insiste aussi sur le point que, du coup, le délai diagnostique est quelquefois extrêmement retardé, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, il faut en discuter en réunion multidisciplinaire, surtout avec des centres experts. Pourquoi ? Parce que ce sont des maladies extrêmement sévères avec, lorsque on a une maladie vasculaire du foie, on a très souvent une autre thrombose veineuse ailleurs, et en particulier des thromboses veineuses cérébrales associées, ce qui, évidemment, grève encore le pronostic péjoratif de cette maladie vasculaire du foie. Donc, il existe une spécificité clinique entre la cause et le type de thrombose. Et vraiment, pour nous, quand on a un patient et qu'on sait qu'il a une thrombose plancnique, on regarde ses plaquettes et la taille de sa rate et on se trompe assez rarement en disant qu'il a très probablement un syndrome myéloprolifératif quand il est dans cette situation-là. Ou bien, évidemment, lorsqu'il y a une hémolyse et une thrombose des petites veines hépatiques, même s'il existe une autre cause. Et ça, c'est important pour vous de bien retenir que
Il peut y avoir des patients, par exemple, avec un syndrome myéloprolifératif ou une myélofibrose, qui vont thromboser leur veine hépatique de façon un peu particulière. On a eu le cas il y a 1 an et demi. Et en fait, ce patient avait, en plus de sa myélofibrose, un clone HPN qui s'était développé. Et c'est vraiment, en regardant le scanner du foie, c'était tellement typique d'HPN que on a recherché le clone HPN qui était à 80%. Donc, c'est important de bien identifier la cause dans ces situations-là parce que le traitement de la cause est bien toléré et qu'il peut réellement améliorer la survie de ces patients. C'est aussi important parce que ça va aussi gréver l'indication du traitement anticoagulant. Alors, dans le syndrome de Budd-Chiari, je ne l'ai pas dit, mais le traitement anticoagulant est mis en route au long cours à vie parce que la maladie du foie est vraiment très grave et qu'on ne peut pas se permettre de refaire une récidive de thrombose dans cette situation-là. Et dans la thrombosport, on peut se poser la question encore et vraiment, chez les patients à haut risque dont on a parlé, on considère également, même s'il n'y a pas eu d'études randomisées contrôlées, compte tenu du risque de récidive à l'arrêt des anticoagulants chez les patients qui ont un syndrome myéloprolifératif, risque élevé, qu'il faut poursuivre le traitement anticoagulant au long cours dans une thrombosport et un syndrome myéloprolifératif. Ce qui était moins clair jusqu'à présent, c'était dans les thromboses plancniques non provoquées. Et vous voyez ici que dans cette étude italienne, le risque de thrombose est aussi élevé, de récidive de thrombose est aussi élevé chez les patients qui ont un syndrome myéloprolifératif ou qui ont une thrombose non provoquée. Et plus récemment, il y a eu une étude sur le NGS dans les thrombospores idiopathiques, étiquetés idiopathiques, c'est une étude espagnole, et vous voyez qu'ils ont pu identifier des patients à risque élevé de récidive, des variants qui étaient à risque élevé de récidive, et que du coup le NGS peut avoir son utilité dans cette situation. Et puis plus récemment, on a essayé de répondre à cette question des patients avec des thromboses à faible risque ou idiopathiques ou provoquées. Et puis, on a profité de l'émergence des DOAC pour ce PHRC, pour traiter les patients, soit par rivaroxaban 15 mg, soit par l'absence de traitement anticoagulant. On n'avait pas le financement pour avoir un placebo. Et donc, étaient inclus dans cette étude des patients à faible risque, sans facteur de risque majeur de thrombose. Et pour vous résumer les résultats de cette étude, vous voyez qu'on a montré dans cette situation que les patients sous rivaroxaban étaient protégés du risque de récidive, mais qu'à l'inverse, le taux d'incidence de récidive de thrombose était très élevé, de 20% patients année, lorsqu'on arrêtait le traitement anticoagulant dans cette population, donc de patients qu'on avait étiquetés à faible risque de récidive de thrombose. Et probablement que le taux de dédimère supérieur à 500 est assez prédictif, à 1 mois après l'arrêt, est assez prédictif du risque de récidive, comme cela a déjà été discuté dans la thrombose veineuse profonde dans de multiples papiers. Ce n'est pas un test parfait, mais il peut peut-être aider dans cette situation. Ce qui est important aussi dans cette étude, c'est que les DOAC ne semblent pas aggraver le risque hémorragique. Je rappelle que ce sont les DOAC dans la thrombosport. Je ne parle pas du syndrome de Budd-Chiari ici. Donc, probablement qu'ils sont intéressants dans la thrombose de la veine porte. En tout cas, la conclusion de cette étude dont je viens de vous parler, c'est que chez les patients atteints de thrombose porte chronique sans facteur de risque majeur de thrombose, le rivaroxaban à la dose de 15 mg par jour réduit l'incidence de la thrombose veineuse sans augmenter la fréquence des hémorragies sévères. Donc, je vous ai dit traitement anticoagulant au long cours dans le syndrome de Budd-Chiari. Dans la thrombose veineuse portale chronique, ce n'était pas aussi clair. Ce qui est clair maintenant, c'est que finalement, lorsqu'il existe un facteur de risque thrombotique majeur comme un syndrome myéloprolifératif, une HPN, pour l'instant, on préconise une anticoagulation permanente, soit avec des AVK, soit avec des DOAC à dose efficace.
toujours avec une réévaluation avec des experts en hémostase ou en hématologie. Évidemment, sauf dans la situation du syndrome des antiphospholipides triple positif. Et puis, lorsqu'il n'existe pas de facteur de risque majeur, le rivaroxaban à la dose de 15 mg doit être proposé pratiquement systématiquement et en tout cas discuté au long cours du fait des résultats de l'étude dont je viens de vous parler. En conclusion, ces thromboses planchniques sont des maladies multifactorielles qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, experte et coordonnée. Il faut améliorer le délai du diagnostic car le traitement médical à la fois de la cause et de la maladie vasculaire du foie est urgent. Je ne vous en ai pas parlé, mais il ne faut pas mettre d'héparine non fractionnée parce qu'il y a beaucoup plus de thrombopénie induite par l'héparine dans ces situations. Et pour l'instant, en général, en aigu, il faut vraiment préférer les HBPM suivis d'antivitamine K ou de DOAC, et ça, on en discute avec des équipes de l'hémostase experts. Il faut identifier et traiter rapidement la cause si on la trouve, anticiper l'intervention radiologique et la transplantation hépatique. Et puis, ce sont des malades qui sont vraiment en souffrance en termes de qualité de vie et d'anxiété. Et donc, il faut vraiment essayer aussi d'avoir une participation à la fois des associations de patients, des psychologues, de la diététicienne, etc., etc. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était un peu long, mais c'était important de vous réexpliquer un peu ce que c'était qu'une thrombose planchnique et ses conséquences hépatiques. Merci. Merci beaucoup pour ce topo très complet, hein. Moi, je sais avoir eu ce topo il y a quelques années et il y a encore beaucoup de choses qui ont avancé sur la compréhension de ces maladies. Alors, en attendant qu'il y ait des questions qui viennent dans le chat, j'ai plusieurs questions. Alors, sur les retards diagnostiques sur les thromboses flanqueniques dont vous parlez avec les scanners, enfin, sur les imageries où parfois sans radiologue expert, on peut passer à côté du diagnostic. Donc vous conseillez d'envoyer les images à votre service, je ne sais pas s'il y a une RCP de... Alors, on a une RCP tous les jeudis Ouais. avec des radiologues experts et on sera très heureux de présenter votre dossier. Évidemment, on a beaucoup de dossiers à présenter, donc Ouais. on essaye de stratifier selon l'urgence, mais on arrive assez bien à s'en sortir comme ça et on sera très content de discuter de vos dossiers. Parce que c'est vrai que moi, je me souviens quand je travaillais avec le professeur Peffo d'avoir envoyé des demandes de scanner pour des douleurs abdos inexpliquées où on recherchait des thromboses planchniques. Enfin, il y a envoyer en ville, c'est une mauvaise idée. Il faut envoyer obligatoirement en CHU ou enfin, je sais pas si vous avez des conseils là-dessus. Même pas, ça dépend des centres. Ouais. Par exemple, le CCN, il y a des très très bons radiologues. Je Mm. ne veux pas du tout faire la pub Ouais, des bien sûr. centres de radiologie privés ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de règles. Les CHU ne sont pas toujours meilleurs. Même Beaujon, si on ne... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment une analyse multidisciplinaire D'accord. et une vraie réflexion sur le dossier et une expertise de tout le monde. Enfin, c'est une vraie RCP il n'y a pas que les radiologues, il y a aussi l'échange entre le clinicien, le radiologue, d'aller. J'ai tout à fait en tête ces dossiers de Régis Peffo de la Tour où vraiment en staff au départ on disait mais non il n'y a pas de thrombose mésentérique et puis Mm. Valérie Villegrain mettait les coupes fines en sagittale, etc. Et finalement on identifiait des thromboses et puis une toute petite souffrance iléale. Enfin, c'est quelque chose dans l'HPN. Mm. C'est pas voilà, c'est un scanner qu'on évalue en 20 minutes et voilà, on peut, même je vous dis, les radios, enfin, si on n'en discute pas et qu'on ne dit pas, mais là, etc., on peut Ouais, passer ça. à côté. D'accord. Et là, par exemple, la patiente qui est restée pendant un an, elle avait un tableau clinique enfin, c'est des douleurs abdos, des troubles hépatiques. Alors, elle avait assez. Alors, attends, elle avait surtout des tests hépatiques, elle avait surtout un peu de transaminase. Donc, elle D'accord. avait. Elle n'avait pas de douleur. Alors, ça aussi, Ok. le tableau clinique est Ouais. variable, mais elle n'avait pas de Mm. douleur, ou peu. En tout cas, elle était
peu sensible à la douleur, peut-être. Ouais. Mais par contre, on a revu toutes ces imageries depuis 1 an et en fait, elle avait thrombosé déjà il y a D'accord. 1 an. Donc, Mmh. et le scanner est assez bien fait. Enfin, il n'y a pas d'anomalie technique, mais c'est Oui. vraiment une Ouais, c'est la façon de lecture regarder, fine. quoi. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, moi, j'ai une Intéressant. question, Mmh. si j'ai le droit, parce que même si on se voit tous les jours, t'en as pas parlé, enfin, ou très rapidement, des thrombopénies induites à l'héparine. Mm. Ça, c'est un vrai problème chez les malades qui sont de JAK2 mutés. Comment tu surveilles en pratique, parce que comment tu surveilles ton taux de plaquettes quand on met de l'hydréa plus des anticoagulants, Mmh. enfin, c'est un peu parfois compliqué. Est-ce qu'on switch rapidement à leur garant? Comment est-ce qu'il faut faire? C'est quoi tes conseils? Je pense qu'il faut vraiment s'aider des spécialistes et encore une fois des spécialistes de l'hémostase et surtout demander assez facilement les anticorps anti-PF4 s'il y a un doute parce que voilà, il y a une vraie indication d'amélioration de la prise en charge. Et effectivement, tu as raison, c'est souvent compliqué quand on vient d'introduire l'hydréa, etc. Mais le premier conseil, c'est de ne pas mettre d'héparine non fractionnée. Et si les plaquettes baissent alors que le patient a eu de l'héparine non fractionnée, moi, je fais les anticorps anti-PF4. Enfin, je demande les anticorps anti-PF4 sans aucune arrière-pensée. C'est basi bulbaire, quoi. Enfin, je sais pas. Sous Et après, cortical. une autre question, parce qu'on a eu là récemment 2 malades qu'on a switché de l'interféron vers l'hydréa ou l'inverse, qui ont rethrombosé. Il y en a un, c'était un BUD, l'autre, une thrombose porte. Et c'est quoi comment est-ce qu'il faut, enfin, dans quel sens il faut faire les choses? Comment être sûr que, au moment où on switch, les malades ne rethrombosent pas? Alors, c'est une j'aimerais Mmh. bien avoir l'avis de Pierre-Édouard, mais il y a des situations vraiment de récidive, comme quoi le traitement du syndrome myéloprolifératif a un impact. Mmh. Effectivement, récemment, on a eu 2 récidives de thrombose plannée alors que les patients étaient bien anticoagulés. Au moment Mmh. du switch, c'était dans le sens arrêt de l'hydréa, début de l'interféron pégylé. D'accord. Je pense que Juliette et Jean-Jacques ont tendance à vraiment superposer le switch, Ouais. c'est-à-dire à pas arrêter l'hydréa et débuter l'interféron. Ils gardent les deux ensemble pendant un certain temps. J'aimerais bien avoir ton avis, Pierre-Édouard, là-dessus. Mmh. Et je pense que c'est la bonne attitude à avoir. Mais cependant, là, il y a des situations compliquées. Là, on a de nouveau une récidive de thrombose mésentérique chez une dame qui était sous Mmh. hydréa, qu'on a dû arrêter. Alors, ce n'est pas tout à fait la même situation parce qu'elle Mmh. avait une anémie et que du coup, il y avait une intolérance à l'hydréa et Ouais. elle vient de faire sa thrombose. Bon, on est quand même dans des situations compliquées quelquefois et pour lesquelles on n'a pas de Mmh. vraies solutions. Mais Pierre-Édouard, tu en penses quoi, toi, du switch de l'un vers l'autre ou Ouais, de cette situation compliquée? c'est des situations compliquées. Alors, la première question que moi je pose dans ces dossiers, c'est pour quelles raisons on les a switchés? Est-ce que c'est parce qu'ils ont progressé, c'est-à-dire qu'ils sont devenus, ils ont remonté leur NFS et qu'ils avaient un traitement inefficace sous hydréa, ce qui arrive parfois. Et dans ce cas-là, bah, c'est peut-être l'évolution qui a fait qu'ils ont thrombosé, c'est peut-être pas le- Le l'arrêt, mais switch? c'est Ouais. difficile de le dire comme ça. Et après, c'est vrai que l'interféron, on le sait, c'est un traitement qui est très lentement efficace. Mm. Quand on regarde, par exemple, enfin, un des moyens qu'on peut surveiller les hémopathies, on parlait de la charge allélique de JAK2, et ben, quand on regarde le traitement par hydréa, ça la fait baisser dans les semaines qui suivent, alors que l'interféron, c'est un traitement qui va agir 3 4 mois après. Et donc, il y a un certain délai. Et donc, il y a un haut risque de thrombose. Ce que font donc le docteur Soré et le professeur Kiladjan, c'est plutôt essayer de faire enfin, de superposer les deux traitements tant qu'ils sont tolérés. Après, le gros problème, c'est que l'interféron et l'hydréa ont tous les deux tendance à provoquer des cytopénies. Et donc, c'est pas toujours possible. Donc, on se retrouve dans des situations compliquées où je suis pas sûr qu'on ait une expérience majeure là-dessus. Même quand j'avais repris les thromboses splanchniques sur les SMP de Saint-Louis, on avait, je crois, même pas 10 récidives, dont une bonne partie de patients qui a été traités il y a très longtemps. On avait assez peu de patients. Là, je pense Alors, qu'on... on a augmenté là Ouais. récemment. Mm. Je pense Ouais, que voilà. tu peux recommencer. C'est ça. Ouais, enfin, là, il y a un travail qui a été fait, qui a été présenté à la SH par Hélène Pasquier, qui était interne chez le professeur Kiladjan sur le risque de thrombose et qui a commencé à intégrer certaines anomalies
dont les anomalies d'NMT3A, T2 et XXL1. Et la cohorte, moi, j'avais regardé, on n'avait pas assez de patients. Mhm. Je commence à avoir une tendance là-dessus, mais possiblement qu'il y a certains facteurs autres qu'on pourrait identifier pour mieux voir ces résultats. Elle avait essayé de regarder dans les thrombosplancniques, mais c'est pareil, elle n'a pas une puissance suffisante. Il faudrait faire D'accord. une étude multicentrique sûrement internationale pour confirmer ça. Et en fait, c'est les mêmes gènes qui sont retrouvés dans la cohorte espagnole Oui, dont on mais parlait. ça, c'est à l'arrêt des anticoagulants Ouais, dans la thrombose c'est- dans mm, l'étude espagnole. Alors que ouais, toi, tout à tu fait. parles sous anticoagulants. Voilà, sous anticoagulant, il y a Oui. une partie, voilà, les patients, c'est, enfin, je pense que c'est encore des questions en Ouais. débat et enfin, je pense pas qu'on ait une réponse à l'heure actuelle, que personne n'ait la réponse là-dessus. Mm. Et du coup, moi, ça faisait penser à deux autres questions. La première, c'est sur cette fameuse étude espagnole où il parle du risque de rethrombose. Est-ce que du coup, vous avez commencé à regarder chez les patients donc hors hémato s'il y avait de l'hématopoïèse clonale, des mutations du NGS Oui, étaient réalisées? on est en train de. Je ne peux pas te donner la réponse, Ok, mais effectivement, on le fait. Ben, justement, dans la cohorte de report là, d'accord. que j'ai présentée, Ok. on regarde les patients qui ont récidivé versus pas récidivé. C'est ça ta Ouais, question? c'est ça. Et pour l'instant, je vois passer plein de mutations, mais moi, je ne suis pas Hmm. compétente pour tout Ah, à fait dire quel est ouais. l'impact. Mais j'en vois et je ne peux pas te dire s'il y en a plus ou pas dans le Hmm. groupe qui récidive Ouais. Parce que versus parce que j'ai pas analysé ce ouais, bien résultat-là sûr. encore. Bah, ça Mais sera on très le regarde. intéressant. Mm. Parfait. Parce que on avait fait une lettre avec Jean-Jacques sur ce papier espagnol parce qu'on a été très étonnés des mutations qui ont été retrouvées. Et en fait, il y a Ouais. deux gènes qui sont jamais mutés chez des gens sans maladie et qui sont associés à des maladies extrêmement graves hémato. Donc on pensait enfin, il y a eu quelques erreurs de codage de mutation parce que c'est quand même assez Ah, complexe à ah oui, faire. d'accord. C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir, enfin, je pense qu'il y a intérêt à Ouais. avoir des cohortes qui Un peu confirment ce plus. résultat Ouais. parce que probablement qu'il y a quelque chose mais que le résultat, il n'était pas propre, entre guillemets. C'était le principal commentaire qu'on avait fait, qu'il fallait pousser les investigations, parce qu'il y a d'autres mutations qu'elles sont clairement associées au risque de thrombose de façon générale, et c'est aussi ce que représentait l'interne de Jean-Jacques au dernier congrès américain d'hémato. D'accord. Donc, il y a sûrement un intérêt, mais on a hâte d'avoir des données de confirmation du point de vue hémato et propre. Ouais, ouais, bien sûr. Et Et puis l'autre chose, c'est hmm, dans ce papier, ils avaient les JAK2 exon 12 que nous on fait quasiment en routine maintenant. ouais. Donc Hmm. il y a un peu un mélange des deux. Ouais. Mm. Et ouais, voilà, enfin, nous, on avait posé aussi la question parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de maladie hémato, alors qu'on n'avait aucune exploration hémato réellement bien Oui, documentée. oui, oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'était peut-être des patients, enfin, il y a une partie de patients peut-être SMP qui Mm. avaient été mal diagnostiqués. Enfin, je pense qu'avec Mm. la cohorte de Beaujon, ce sera Mm. plus propre. Mm. Et l'autre chose, c'est au Congrès européen d'hémato, il y a le professeur Yann Otto de Brest qui a présenté des données sur les thromboses et les fameux AOD euh, Mhm. Dauk, je crois que tu dis ça comme ça en anglais, Ouais, où il ouais. disait qu'il y avait un surrisque de thrombose artérielle. En fait, les patients n'étaient pas protégés dans les SMP avec sous AOD, ils n'étaient pas protégés contre les thromboses artérielles. Est-ce que déjà, parce que tu m'avais parlé il y a Comme pour les AVK, hein, Mm. non? Pour les AVK, Ben, il comparait AVK et AOD, et en fait, il y avait les AVK, il y avait des patients qui retrombosaient en artérielle, mais il y en avait vraiment beaucoup plus sous AOD. d'accord. Ça avait été un des principaux résultats de ce congrès, en tout cas sur les SMP. Donc, les deux questions que je voulais venir là-dessus, c'est est-ce que vous faites un peu d'AOD dans certaines thromboses plancniques sur SMP? Et est-ce que vous avez eu enfin, des thromboses artérielles chez ces patients? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir te répondre à Mm. ça parce que, encore une fois, oui, sûrement, mais je ne l'ai pas regardé spécifiquement. D'accord, Et on ne switch les patients aux AOD qui ont un SMP que lorsqu'ils sont parfaitement stabilisés, d'accord, que voilà, la situation thrombotique est très stable. Et en général, on ne switch pas les syndromes de Budd-Chiari d'accord. parce que, vraiment, je ne recommande pas de le faire Ouais. parce que, d'une part, souvent, ils ont un TIPS, comme vous avez pu voir, j'ai essayé d'en parler un Mm. peu vite. Et du coup, le TIPS modifie complètement la pharmacocinétique des médicaments, donc on ne sait pas D'accord, du tout ce qu'on ouais. fait, puisqu'on ne surveille Mm. rien avec les AOD.
Et en plus, parce qu'il y a quand même une insuffisance hépatique, une fonction rénale souvent un peu précaire, etc. Donc, c'est vraiment pas la bonne situation, même s'il y a un papier autrichien qui dit que c'est peut-être bien, mais c'est tellement rétrospectif, peu de malades et tout, que pour l'instant, moi, je ne recommande pas les AOD dans le BUD. Alors que D'accord. dans la thrombosport, bien stabilisé, oui, je pense que peut-être que même on fait mieux sur le plan hémorragie intracérébrale en particulier, qui sont des patients quand même beaucoup, probablement plus à risque que dans les syndromes D'accord. myeloprolifératifs. Ok. Intéressant. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions qui viennent dans le chat? Je vérifie. Eh ben, je crois que c'est bon. Eh ben, merci à vous deux pour ces deux présentations qui étaient très intéressantes. Merci. Euh, Merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve en janvier, hein, donc pour les spectateurs qui étaient présents, pour le prochain webinaire de l'AIH sur les soins de support. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir, à Au revoir. bientôt.